Ça va se faire dans les prochaines secondes. Voilà, on l'écoute. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, peut-être faire le point là, sur la vaccination avec nos experts en logistique et nos experts en épidémiologie. Je suis très content d'avoir le Dr Arruda et M. Paré avec moi. Premièrement, je veux revenir sur la journée d'hier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un record de doses administrées hier, qui est impressionnant, à 85 000 doses dans une journée. Je pense qu'on continue aussi d'avoir une solide performance avec nos pharmaciens, puis je veux les remercier. Ils contribuent vraiment à ce succès dans la vaccination. Mais je veux aussi remercier les Québécois qui ont répondu si positivement à la demande pour la vaccination avec AstraZeneca. C'est dans nos plus beaux rêves qu'on pensait avoir cette réponse-là des Québécois, puis je veux les remercier. En fait, hier, on a vacciné plus de 30 000 vaccins AstraZeneca qui ont été donnés hier aux Québécois. C'est vraiment un élan de solidarité. Puis je dis que c'est à cet élan-là hier qu'on a pu atteindre ce record-là. Mais j'aimerais le mentionner, comme plusieurs le réalisent au fur et à mesure que les gens ont la chance d'aller en vaccination. Je veux le dire à Daniel, puis à son équipe, puis à tout le réseau, là, je pense qu'on a vraiment raison d'être fiers de notre machine gouvernementale qui s'est ajustée à cet effort de vaccination-là. Moi, je pense que les Québécois peuvent être fiers de ce que le réseau est capable de performer en ce moment, puis je tiens à les remercier. Maintenant, bon, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment la question des groupes prioritaires. Bon, à présent, jusqu'à maintenant, vous vous rappelez qu'on avait ouvert la vaccination au groupe 8 et 9. On a fait ça dans la dernière semaine. Le groupe 8, je le rappelle, ce sont vraiment les groupes qui ont des maladies chroniques, mais qui avaient spécifiquement besoin d'un suivi à l'hôpital. Maintenant, avant d'ouvrir à la population générale, puis étant donné les nouveaux vaccins disponibles qu'on a, ce qui est la très bonne nouvelle, on a deux groupes que l'on peut considérer comme étant plus vulnérables, mais qui n'étaient pas inclus dans les annonces initiales qu'on a fait lors de la catégorie 8, puis qu'on peut prioriser maintenant. En fait, ce sont les personnes, puis ces deux groupes-là, ce sont les groupes qui ont des maladies chroniques qu'on appelle importantes, mais qui n'ont pas besoin d'un suivi à l'hôpital, pour être très clair. Mais c'est aussi les personnes handicapées qui ont une déficience soit physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Comme on a des nouveaux vaccins, et je le répète, particulièrement des nouveaux vaccins de Pfizer, avec des rehaussements chaque semaine au mois de mai et de juin, on peut maintenant, avec la recommandation de la santé publique, élargir à d'autres groupes vulnérables avant de passer à la population générale. Alors, on élargit maintenant le bassin de malades chroniques. Alors, ainsi, pour les malades chroniques que j'appelle importantes, on pense par exemple, je donne des exemples très pratiques, toutes les maladies respiratoires, les gens qui font du diabète et les personnes qui souffrent d'obésité. Je le répète, c'est des exemples que je donne. Il y a une liste qui est non exhaustive parce qu'il y en a plusieurs maladies chroniques, mais il y a une liste quand même détaillée. Puis je pense que la plupart des journalistes ont reçu cette liste-là qui est disponible sur notre site.ca. Puis tous les Québécois pourront contacter, prendre connaissance de cette liste-là dans les prochaines minutes. Mais en même temps, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on compte sur la solidarité des Québécois. Les personnes qui se trouvent dans ces catégories, vous reconnaissez. Puis ça, pour moi, c'est important de le mentionner parce que on ne veut pas que les personnes qui sont sur place, dans nos centres de vaccination, viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On se fie sur la bonne foi, non seulement de ceux qui ont ces maladies chroniques-là, mais on se fie aussi sur les Québécois qui ne font pas partie de ces groupes, d'attendre encore un peu. Et on ne parle pas ici de mois, on parle ici de quelques semaines. Alors, pour nous, je pense que c'est une grosse annonce, c'est important. On a augmenté cette base-là. Donc, sur le bassin de Québécois qui ont une maladie chronique,
on avait, lors de l'annonce de la première partie de la catégorie 8, on avait à peu près 200 000 personnes qui étaient impactées par ça, qui avaient été annoncées. Maintenant, on ajoute aujourd'hui, là, je vous dirais, au moins 300 000 personnes. 300 000 personnes qui ont des maladies chroniques importantes. Mais lorsqu'on ajoute aussi toutes les personnes de 60 ans et plus qu'on a déjà traitées, bien, c'est 500 000 et plus des maladies chroniques qu'on a traitées. Puis ça, je pense qu'on fait le travail que je pense que les gens s'attendaient. Et je le répète, c'est vraiment à cause du fait qu'on a maintenant l'opinion de la santé publique qui s'est ajustée, mais qui s'est ajustée aussi grâce à l'arrivée additionnelle de vaccins. Maintenant, les personnes handicapées. Les personnes handicapées, l'autre groupe qu'on veut prioriser avant de passer à la population générale, ce sont les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou physique. Puis là, dans le physique, on veut dire une déficience qui est soit motrice au niveau du langage, visuel, auditif. On veut être le plus inclusif possible. Ou, je le répète, pour ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Puis, on est très, très, très à l'aise d'impliquer ce groupe-là. Maintenant, encore une fois, pour vous donner des chiffres importants, ça représente ça aussi un bassin de 250 000 personnes. Alors, tantôt, on a dit qu'on rajoutait à peu près 300 000 personnes pour nos maladies chroniques. Là, ici, on rajoute 250 000 personnes pour ce qui est des personnes avec une déficience intellectuelle ou physique. Mais la bonne nouvelle, puis étant donné les vaccins que l'on a, on a décidé, puis on est excessivement content de cette recommandation-là, d'y inclure les proches aidants. Parce qu'un des enjeux qu'on avait, puis on a écouté la population au cours des derniers jours, particulièrement pour les personnes avec une déficience physique ou intellectuelle, c'était comment se rendre soit à la pharmacie ou comment se rendre dans le centre de vaccination pour ceux qui ne le faisaient pas à l'hôpital. Alors, encore une fois, on s'ajuste et on rajoute les proches aidants. Donc, ça veut dire que cette catégorie-là nous fait ajuster non seulement de 250 000 personnes, mais il est à peu près normal qu'il va y avoir un proche aidant pour chaque personne qui va aller se faire vacciner. Donc, cette catégorie-là nous exige de mettre de côté à peu près 500 000 vaccins dans les prochaines semaines. Je le sais que les Québécois ont hâte d'avoir la population en général se faire vacciner. Mais je pense qu'on sait aussi que les Québécois ont fait depuis longtemps des choix difficiles. Puis je pense que de mettre en priorité et de terminer nos personnes les plus vulnérables, c'était le bon choix à faire. Puis c'était surtout le bon choix à faire avec les nouveaux vaccins qu'on a obtenus dans la dernière semaine. Et ce qui nous permet de le faire, puis je termine sur ça, c'est vraiment à cause de la régularité qu'on a vue avec les vaccins de Pfizer qui sont comme une horloge suisse, là, ça nous rentre à toutes les semaines. Maintenant qu'on sait les vaccins supplémentaires, bien, on pouvait prendre cette décision-là. Je voudrais aussi parler un petit peu de la vaccination de masse, parce que je sais que vous avez hâte d'en entendre parler. Vous l'avez vu, nos sites sont prêts, le personnel est prêt, il manque juste les vaccins. Mais je vais laisser M. Paré vous parler un peu de deux belles initiatives qui voient le jour dès la semaine prochaine. Mais avant de lui céder la parole, je veux rappeler comment je pense qu'il est important de remercier les Québécois qui sont au rendez-vous. On avance bien dans la vaccination, mais on veut s'assurer, et je le répète, que nos personnes vulnérables puissent être vaccinées en premier. Je me fie aux Québécois. Je suis certain qu'on va être capable de bien gérer les prochaines semaines. Puis je prends quelques minutes avec Daniel pour une autre belle initiative qu'il va pouvoir vous annoncer. Bien, merci, M. Dubé. Un peu comme M. le ministre le mentionne, on continue de se préparer pour vacciner tous les Québécois pour atteindre notre objectif là, du 24 juin. Et dès la semaine prochaine, nos premiers sites en entreprise vont débuter la vaccination. On a 2 sites qui sont en train de se préparer, d'être rodés. Et c'est quelque chose qui va vraiment augmenter notre capacité de vaccination, qui va augmenter, dans le fond, notre PAC pour s'assurer là, que tout le monde soit vacciné pour atteindre nos objectifs. Deuxième objectif aussi, c'est bien sûr là, d'être capable d'atteindre tous les groupes.
Donc, il faut vraiment moduler notre approche de vaccination et justement, la semaine prochaine, on va être capable aussi de vous annoncer notre premier grand projet de vaccination à l'auto. Et ça aussi, on croit là, que ça va. C'est une nouvelle façon d'aller rejoindre certains groupes qui, de façon encore là, sans rendez-vous. Fait que c'est deux belles initiatives qu'on croit qui vont vraiment nous permettre encore là d'augmenter notre capacité. Avec les belles nouvelles qu'on a eues hier, vous voyez la vaccination de plus de 80 000, on démontre bien que la capacité, elle est là lorsque les vaccins sont au rendez-vous. Mais encore là, on va être prêt à toute éventualité. On continue d'augmenter en puissance notre capacité pour atteindre nos objectifs. Et encore une fois, si on a d'autres belles nouvelles, comme on a reçu là, justement de la compagnie Pfizer, d'ajouts de vaccins, on sera prêt. On sera prêt pour encore accélérer la cadence. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Commençons par la vaccination. Moi, j'ai reçu des messages, je sais qu'il y en a plusieurs. Les gens reçoivent déjà leur date pour leur deuxième dose. Ça tombe en plein été. Ils savent déjà qu'ils ne seront pas là. Là, est-ce qu'il faut qu'ils reviennent ici? Est-ce qu'ils peuvent changer leur date? Est-ce que ça devient un problème? Les gens vont attendre pour pas que ça tombe dans leurs vacances. Est-ce que c'est un enjeu avec lequel vous devez gérer en ce moment? D'entrée de jeu, j'aimerais quand même souligner là, que la vaccination, là, c'est un privilège. On est en pandémie et on est en train de se faire vacciner première dose, deuxième dose pour bien se protéger. C'est pas un luxe. Là. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut mentionner. D'un but logistique, on va s'adapter pour certaines raisons. Pour des gens qu'on peut comprendre là, que ce soit des enjeux pour le travail, des enjeux pour des raisons de santé. Et au cours des prochaines semaines, on vous annoncera des processus là, pour justement changer mettons une deuxième date de rendez-vous. Cependant, je pense que mon premier point là, est important de dire, là, écoutez, là, c'est un privilège de recevoir un vaccin pour bien se protéger, puis je dirais même une responsabilité citoyenne. Pouvez-vous nous faire un petit portrait de capacité hospitalière Québec, Chaudière-Appalaches, alors que ça fait quand même 3 semaines que à peu près tout est fermé, ça n'a pas l'air d'aller mieux, là? Bien, vous savez que la première chose, puis on l'explique, puis je suis content d'avoir cette question-là parce que nos Québécois suivent de très près le nombre de cas. Puis on l'a vu dans la dernière semaine, pratiquement, le nombre de cas a baissé. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vous savez que malheureusement, le nombre d'hospitalisations, puis particulièrement de soins intensifs, suit toujours de 10 à 15 jours les cas qui ont été en augmentation très forte. Puis rappelez-vous que c'est pas si lointain qu'on a eu plus de 400 cas à Québec. Alors en ce moment, je le répète souvent, mais on paye aujourd'hui dans nos hôpitaux ce qui est arrivé il y a 10-15 jours à Québec avec plus de 400 cas. Alors moi, c'est pour ça que la première bonne nouvelle qu'on a en ce moment, c'est de voir la baisse des cas à Québec. Mais avant qu'on voit cet impact-là sur nos hospitalisations puis nos soins intensifs, ça va prendre encore quelques jours. Alors moi, puis je sais que les Québécois suivent cela de plus en plus. Je pense que les médias nous aident beaucoup à passer ce message-là. Mais je vous demanderais puis je demande aux Québécois de bien regarder non seulement le nombre de cas, mais avec quel nombre d'hospitalisations et de soins intensifs. Mais si tout, comme dirait quelqu'un de bien connu, si la tendance se maintient, c'est sûr que les cas ont baissé, on devrait avoir une amélioration du côté des hospitalisations puis des soins intensifs. Sauf que, contrairement à la première puis deuxième vague, les variants sont beaucoup plus forts. Alors, nos gens qui rentrent à l'hôpital ou dans les soins intensifs, ils restent un peu plus longtemps que ce qu'on a connu dans la première et deuxième vague. Puis c'est pour ça qu'on apprécie que les Québécois font tellement attention en ce moment parce que c'est vraiment notre réseau de santé en ce moment qui est mis à mal par ce nouveau variant-là. Claudie Côté, de TVA. Peut-être une question concernant le variant indien qu'on a détecté au Québec. On sait que ça pourrait nuire aux efforts de vaccination parce qu'il semble qu'il soit plus résistant aux vaccins que les autres variants qu'on a connus.
On en est où là, dans ce dossier-là? Est-ce qu'on va mettre en place des mesures particulières, notamment à l'endroit où il a été retracé? On va écouter notre expert. Essentiellement, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on est en mesure de détecter ce variant-là. J'ai eu des discussions très spécifiques avec les gens du laboratoire de santé publique. Je voudrais spécifier que c'est un variant indien, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement le même, parce qu'il est de la même famille que le variant indien, mais il n'a pas nécessairement les mêmes mutations que celui qui est observé actuellement en Inde, qui a d'autres mutations à l'intérieur des délétions. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que il vient de la même génération de souche, mais il n'a pas les mêmes mutations. Ce qui se passe en Inde aussi, là, actuellement, il y a de la circulation de ce variant-là, mais il y a aussi eu relâchement des mesures, il n'y a pas de vaccination nécessairement, de telle sorte que l'impact du variant indien, qui a quand même émergé assez récemment, là, il est sûrement là. C'est sûrement un variant qui est plus transmissible, mais on n'est pas en mesure de le comparer tant que ça. Et toute la question en lien avec la vaccination, c'est un peu encore théorique, on n'a pas encore d'informations précises là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est qu'on ait une attitude agressive d'intervention comme on le fait actuellement, que ce soit un variant indien ou un autre variant. Et à date, la personne pour laquelle on a détecté par séquençage ce variant-là se porte bien, a bien évolué, et toutes les personnes autour ont été contrôlées, sont fait isoler en temps opportun à l'époque, puis on ne semble pas avoir d'autres transmission actuellement. Mais ça pourrait arriver comme tel, et il semblerait même que le variant indien qu'on a trouvé en Alberta ne serait pas la même souche qu'on a nécessairement au Québec. Donc, c'est une situation, première chose, il faut prendre les mesures qu'on met en place sont bonnes pour tous les variants. Les approches agressives qu'on met en termes de santé publique permettent de contrôler la propagation. C'est pour ça qu'on est très agressif. Puis, on a un système qui va être en mesure de détecter par séquençage aléatoire ou dans certaines conditions, des gens qui reviennent de voyage ou des gens qui ont été réinfectés suite à une vaccination. Ça va nous permettre de détecter sa progression. Pour le moment, je pense qu'il faut le surveiller. Il faut être aux aguets, mais il n'y a pas de mesure particulière, par exemple, à mettre en place dans la ville ou dans le territoire où cette personne aurait pu acquérir le virus. Et c'est encore en investigation. Merci. Maintenant, je comprends qu'on ouvre pour les malades chroniques. Peut-être une petite spécification. Est-ce qu'il y aura du sans rendez-vous? Mais ma question, c'est surtout de savoir si on va considérer également les personnes enceintes pour la vaccination en priorité. Bien, commençons par les personnes enceintes, parce que c'est quelque chose que la santé publique, là, qui est en train de regarder. J'aimerais ça que Ratio commente là-dessus. C'est clair que les femmes enceintes qui ont des maladies chroniques, par exemple une femme enceinte qui est diabétique, ou une femme enceinte qui présente une hypertension artérielle mal contrôlée, etc., l'indication est là, elle va être vaccinée. Il n'y a pas de problème. Et pour la femme enceinte, ce qu'on demande particulièrement, c'est qu'elle en discute aussi avec son médecin. Il y a des travailleuses de la santé qui étaient enceintes qui ont pu se faire vacciner. Vous savez, quand on a un nouveau vaccin, la femme enceinte, c'est toujours une préoccupation que les gens ont, mais plusieurs autorités scientifiques, notamment gynécologiques ou autres, recommandent la vaccination de la femme enceinte, mais on va y aller par séquence, par les plus vulnérables actuellement, celles qui ont des maladies chroniques, puis après ça, les femmes enceintes pourront se faire vacciner par un choix éclairé. Maintenant, pour votre question concernant la vaccination là, des personnes de maladies chroniques sans rendez-vous, j'aimerais ça que Daniel commente là-dessus. Oui, on va ouvrir beaucoup de rendez-vous au cours des prochaines semaines pour justement s'assurer que toutes les personnes qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, mais que M. Dubé a annoncé, puissent avoir une plage de rendez-vous. On préfère quand même avoir un rendez-vous. C'est une date solide, surtout pour des gens là, qui sont plus vulnérables. Ils savent à quelle heure se présenter, arriver. Fait qu'on va préférer là, pour ce groupe prioritaire-là de le faire avec rendez-vous. Pourrais-tu, Daniel, s'il vous plaît, donner les dates là, de prise de rendez-vous pour les deux catégories qu'on a annoncées tout à l'heure, s'il vous plaît? Très bon point. Donc, l'ouverture pour le groupe des maladies chroniques, dès demain matin, 8 heures, les gens pourront aller sur Clic Santé pour s'enregistrer et prendre un rendez-vous. Pour les personnes du groupe handicapé, ça va être à partir du 28 avril, c'est mercredi prochain. Même chose, pourront prendre un rendez-vous sur Clic Santé ou appeler aussi le numéro là, 1877 qu'on a déjà annoncé là,
pour des gens qui ne pourraient pas aller sur le site web et pourront prendre un rendez-vous. Et comme je vous dis, on aura des rendez-vous suffisants là, pour ces groupes-là. La raison pour laquelle je voulais faire cette précision-là, c'est justement pour donner la chance à nos malades chroniques d'avoir une priorité sur la seconde catégorie. Donc, en rouvrant les rendez-vous pour demain, ça donne aux gens 3-4 jours de priorité sur les nouveaux rendez-vous qu'on ouvre pour qu'après ça, les gens avec les handicaps, soit physiques ou intellectuels, avec leurs proches aidants, de commencer à partir de la semaine prochaine. Faites, là, c'est ce que je Non. comprends. On se fie à leur bonne foi. Tout à fait, tout à fait. Maxime Denis, nouveau. Dubé, messieurs Paré et Arruda, Nouveau Info dévoilait cette semaine qu'il y avait le phénomène... Bonjour, je suis toujours de côté, moi. Nouveau Info dévoilait cette semaine qu'il y avait le phénomène de chasseurs de vaccins, comme on voit aux États-Unis, donc des jeunes qui ne sont pas dans les catégories ciblées en ce moment, qui peuvent attendre des heures et qui réussissent à avoir 5, 6 doses en fin de journée. On ne veut pas gaspiller les doses. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Est-ce que c'est une bonne chose à faire ou on devrait bannir ça, mais quand même, on ne veut pas gaspiller les doses? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais laisser parler Daniel sur la question des listes de rappel. Je pense que c'est important de profiter de votre question pour parler de ça. On sait qu'avec les vaccins qu'on a présentement en main, des vaccins congelés qu'on doit préparer, etc., les gens font ça de façon très minutieuse, mais effectivement, souvent à la fin de journée, on peut avoir des doses qui sont restantes et comme le vaccin est tellement rare, on veut s'assurer là, qu'on les administre. Effectivement, chacun des établissements ont des listes. On a des listes de personnes qui est principalement au niveau des employés du réseau, qui est des groupes déjà prioritaires, que dans le fond, qu'on veut s'assurer qu'ils reçoivent, de ne pas perdre le vaccin. Ça demande quand même aussi là, une accessibilité, dans le fond, pour les gens. Ils doivent se présenter en 25 minutes, 30 minutes du site, parce qu'encore là, on le ferme, le site. On sait à peu près là, quand est-ce qu'on va avoir le nombre de doses restant avec les fils qui se terminent. Fait que pour répondre à votre question, d'avoir des listes de rappels comme ça, c'est une bonne pratique pour ne pas perdre des doses. Là, quand c'est des jeunes hors liste. Ça, je suis pas au courant vraiment là, de ce phénomène-là. Nous, on a demandé aux établissements d'avoir ces listes-là pour pas perdre des vaccins. Et c'est des gens là, quand même qui sont dans les groupes prioritaires qu'on a déjà ciblés, notamment les employés. Vous savez, si vous avez des exemples particuliers là, de certaines régions, moi, j'aimerais ça les savoir pour qu'on puisse donner à M. Paré là, de faire les vérifications nécessaires, parce que pour moi, c'est important d'utiliser nos listes de rappel. Mais si cette pratique-là était connue, moi, je la connais pas, Daniel non plus, à ce que je comprenne, mais si jamais vous avez les régions où ça s'est pratiqué, je pense qu'il faudrait le savoir. Vous surveillerez Nouveau Info, la clinique Christophe Colomb du Patro-Villeray notamment. Bon, mais Monsieur parfait. Arruda, dernière question pour mon tour. Est-ce que c'est une clinique mobile dont vous parlez? Il faut juste faire attention parce que souvent dans les cliniques qu'on appelle éphémères, tout ça, c'est encore plus difficile parce que là, on est dans des différentes populations, mais je vais regarder. On va regarder spécifiquement. Monsieur Arruda, j'aimerais qu'on fasse le point sur Johnson & Johnson. On devait attendre les premières doses fin avril. Une dose seulement était bonne. Là, avec AstraZeneca, on a vu que ça faisait un peu le même principe de thrombose. Qu'est-ce qu'il y en est du Johnson & Johnson au Québec? Mais dans les faits, il faut comprendre qu'on a comme l'impression qu'on va avoir à peu près le même genre de type d'enjeu que AstraZeneca. Là, les données sont en train de s'accumuler actuellement, c'est-à-dire que son utilisation va être recommandée pour un groupe d'âge pour lequel les bénéfices à la santé sont plus grands que les problématiques de coagulopathie. Nous en sommes maintenant à Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Juste une précision, parce que je ne suis pas certaine de l'avoir bien saisi. Là. Pour ce qui est de la vaccination, vous ne demandez pas de preuves, dans le fond. Contrairement aux travailleurs essentiels où, sur le site Clic Santé, ils devaient aussi l'indiquer qu'ils étaient travailleurs essentiels puis qu'ils devaient apporter une preuve de leur employeur. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas, par exemple, une prescription. Il n'y a vraiment pas rien qui est demandé comme document. Là. Ici, Madame Prince, de gens qui ont des maladies chroniques. Et on parle aussi de personnes qui ont un handicap, soit physique ou intellectuel. Non, mais le diabète, ça paraît pas tout le temps. Oui, mais je pense que, étant donné l'opportunité que l'on a maintenant, puis ça n'enlève rien à ceux qui sont dans la catégorie 9 non plus. Là, on parle des travailleurs essentiels, des professeurs, ça leur enlève rien. Ce que je dis, c'est que maintenant qu'on a eu la chance d'avoir 900 000 vaccins supplémentaires en mai,
On pense qu'en se fiant à la bonne foi des gens, puis de surtout prioriser ceux qui ont des maladies chroniques ou handicap, je pense que c'était la bonne chose à faire. Puis le rôle de nos vaccinateurs, de nos évaluateurs, c'est pas de faire la police. Puis je pense que où on est rendu, puis moi j'apprécie la question, puis je vous dirais de dire où on est rendu dans la vaccination. Si on n'avait pas fait ça, on aurait ouvert à la population en général quelques semaines plus tôt. Puis c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que j'apprécie l'effort que les Québécois comprennent qu'en ce moment, on aime mieux donner une chance supplémentaire à ceux qui ont ces maladies chroniques-là ou des handicaps de passer avant eux. Alors, dans ce sens-là, je pense que les gens vont comprendre qu'on se fie à la bonne foi autant de ces gens-là qui ont malheureusement ces maladies chroniques-là ou ces handicaps, mais qu'aussi les autres Québécois vont comprendre qu'on est à quelques semaines de plus d'avoir cette vaccination-là pour la population générale. Je voudrais savoir aussi concernant la vaccination chez les jeunes, parce que Pfizer dit que son vaccin est sécuritaire pour les jeunes à partir de 12 ans. Santé Canada est en train de l'évaluer. Avec tous les moyens qu'on met dans la recherche et les efforts qui sont concentrés, ce serait possible qu'au cours de l'été, par exemple, on finisse par dire dans le monde « c'est correct pour les jeunes ». Est-ce que donc vous vous préparez pour une éventuelle vaccination de masse à la rentrée scolaire en septembre pour les jeunes? Bien, commençons par regarder le côté santé publique, puis après ça, on regardera la vaccination. Horacio? Oui. Je pense que c'est une possibilité. D'ailleurs, on pense que pour avoir eu des discussions avec l'Israël, ils sont en train d'attendre les éléments pour pouvoir vacciner ces groupes-là, parce qu'il y a quand même la transmission associée à ça. C'est une hypothèse, mais il va falloir avoir les études cliniques adéquates pour être capable de le faire. Il y a Pfizer qui l'a annoncé c'est en train de se faire évaluer par Santé Canada. Puis il y aura probablement aussi d'autres vaccins qui vont arriver avec ce genre d'éléments-là. Puis des vaccins qui ne sont pas encore présents sur le marché puis qui vont peut-être arriver d'ici le mois de septembre. Louis Lacroix, Cogeco. Autre chose à ajouter, je pense. Non, mais peut-être juste pour M. Paré, mais je vous rappellerai, là, vous savez qu'on publie maintenant une fois par semaine pour voir où on est rendu sur le total de 5,3 millions qu'on doit avoir pour le 24 juin. Vous savez aussi que ce 5,3 millions-là n'inclut pas non seulement la deuxième dose, mais n'inclut pas les jeunes, c'est-à-dire de moins de 18 ans. Alors, c'est sûr qu'avec l'arrivée de nouveaux vaccins, bien, dépendamment de l'opinion de la santé publique puis ce qui va se passer, on aura sûrement, à partir du mois de juin, amplement de vaccins pour être capable de faire cette clientèle-là, mais il faut attendre d'avoir l'opinion de la santé publique. Monsieur Lacroix. Monsieur Paré, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Non. Dans le fond, pour répondre à votre question, oui, on travaille sur des scénarios, dans le fond, de vaccination, selon, encore là, les recommandations de la santé publique. Et un peu comme monsieur le ministre le dit, selon les arrivages de doses, mais c'est justement sur ces scénarios-là qu'on est en train de travailler pour la vaccination des jeunes si cette situation-là se réalise. Cette fois, c'est la bonne, Monsieur Lacroix. Monsieur Dubé, Monsieur Paré, docteur vous avez, bon là, on fait un calendrier pour les personnes plus à risque. À partir de quand, dans votre planification, Monsieur Paré, est-ce que vous croyez que la vaccination de masse va pouvoir débuter et de quelle façon ça va se faire? Est-ce que on va continuer, parce que j'imagine qu'on peut pas avoir une masse de millions de personnes qui vont aller se faire vacciner en même temps, là. Est-ce que vous allez continuer à y aller avec des tranches d'âge, par exemple, ou comment vous pouvez établir ça? Écoutez, la première réponse, c'est bientôt. Oui, mais vous pouvez être plus précis que bientôt. Non, mais bientôt, encore une fois, on a travaillé sur différents scénarios, puis effectivement, on va vouloir s'assurer que ça se fasse dans l'ordre. Ça se passe bien, la vaccination, pour le moment, et on va s'assurer que ça continue à bien se passer. Peut-être parce qu'on sait que tout le monde a hâte. J'apprécie beaucoup votre question, M. Lacroix. Moi, je vais vous dire deux choses. Premièrement, vous direz, la population en général, c'est fin mai. Ça, c'est la date qu'on vise, là, d'être capable, une fois qu'on a réglé tous nos 500 000 qu'on parlait tout à l'heure, le 250 000, catégorie 8, catégorie 9. Donc, la date qu'on vise, c'est fin mai. La deuxième chose, bien, on verra dans les prochains jours, prochaines semaines, quand est-ce qu'on peut annoncer la prise de rendez-vous. Puis ça, on n'est pas encore prêt à faire ça parce qu'on voulait au moins clarifier toute la question des maladies chroniques, etc. Mais parce que je pense que les Québécois, puis on l'a vu, là, ils veulent non seulement savoir qu'ils vont être vaccinés, mais veulent savoir à peu près quand.
puis d'avoir une prise de rendez-vous. Pour eux, c'est ça qu'ils veulent savoir. On est très conscients de ça, mais réglons là, ce qu'on avait réglé aujourd'hui avec les maladies chroniques puis nos personnes handicapées. Puis dans les prochains jours, prochaines semaines, on va revenir avec des dates plus précises. Mais notre objectif pour la population en général, c'est la fin mai. Ma deuxième question touche peut-être davantage M. Arruda, à savoir, avec l'émergence de ces nouveaux variants, puis là, on est en train de se poser la question de savoir si les vaccins sont efficaces contre ces nouveaux variants-là, etc. Est-ce qu'éventuellement, ça voudrait dire que de façon annuelle, on va devoir avoir des campagnes de vaccination pour, comme on le fait avec la grippe, là, avec, par exemple, différentes souches du virus pour protéger la population en général, un peu à l'image de ce qu'on fait avec la grippe. Je sais que ça vous a déjà été posé, cette question-là, mais est-ce que votre réflexion là-dessus progresse et est-ce qu'on se prépare à ça éventuellement? Oui, c'est dans nos scénarios. C'est sûr qu'on aimerait que la période soit moins fréquente qu'à chaque année. Pour toutes sortes de raisons, là, la mutation. Il faut voir aussi qu'une des choses qui est importante, c'est qu'il faut qu'on s'assure que la planète se fasse vacciner aussi. Vous savez, si des pays comme l'Afrique n'ont pas accès aux vaccins, ça veut dire que des mutations vont pouvoir se faire encore plus, puis des nouvelles souches vont émerger qui vont finir par venir nous rattraper. Mais c'est clair, c'est clair. Puis tu sais, dans les faits, très honnêtement, on rêve depuis longtemps d'un vaccin universel pour l'influenza. C'est-à-dire un vaccin qu'on donnerait une fois puis qui protégerait contre plusieurs mutations. Mais il n'y a rien qui pourrait dire qu'on ne pourrait pas avoir un vaccin combiné. Là, je suis en train de vous dire des choses potentielles, mais il est possible. Il est possible aussi que ce ne serait pas annuel, que ça pourrait être à des fréquences selon ce qui pourrait se passer. Le virus pourrait aussi s'éteindre pour toutes sortes de raisons. Il y a plein de scénarios potentiels, mais c'est clair qu'on regarde ça. Puis c'est clair aussi, probablement, que les virologues à travers le monde regardent ça pour être en mesure, si jamais il y a une nouvelle souche qui émerge, qu'on puisse fabriquer le vaccin rapidement. Maintenant, avec la génétique, la recette, vous savez, là, est connue. Les gens ont peut-être l'impression que ça a été long de développer le vaccin, mais c'est extraordinaire ce qui s'est fait cette fois-ci avec un vaccin qui est sorti quelque part, mettons, en novembre 2019, qui est déjà au 12 janvier, on avait la séquence, puis qu'on a pu commencer la production de vaccins très rapidement. Peut-être, M. Lacroix, ce que j'aimerais dire aussi, en réponse à votre question, puis aux Québécois, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a maintenant 11 000 vaccinateurs qui ont été formés par l'intermédiaire de Je contribue. Rappelez-vous, on a fait 3 000, 4 000, 5 000, on est rendu à 11 000. J'en profite aujourd'hui pour dire qu'on a encore des places de disponibles pour ceux que ça intéresse. Vous avez vu, on a publié là, cette information-là pour voir. On a beaucoup d'étudiants pour qui ça pourrait être applicable. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'on est en train de se préparer pour avoir justement le personnel supplémentaire qui vient en complément à notre réseau de santé. Ce qu'on va annoncer avec les entreprises la semaine prochaine, c'est que ce qu'on veut, c'est que durant l'été, les vaccinateurs qu'on a formés, qui viennent en répit à notre personnel de santé pour qu'on puisse leur offrir des vacances. Alors donc, il y a deux avantages à avoir augmenté le personnel additionnel. C'est d'être capable de venir en support à notre personnel de santé qui va avoir besoin de vacances cet été, puis pendant que nous, on va vacciner. Puis deuxièmement, ce personnel-là, et ça répond à votre question, on va être capable maintenant d'avoir cette agilité-là qu'on a développée. Quand vous avez vu des photos au centre, au Palais des Congrès, puis ailleurs, puis je vous disais, ce qui est important pour nous, c'est pas tellement qu'ils soient plus ou moins occupés, c'est de former des gens. Puis en formant ces gens-là, bien, si maintenant il faut avoir un vaccin une fois par année, bien, ça sera plus quelque chose d'exceptionnel, ça va devenir courant, puis on sera efficace à le faire. Donc, il y avait cette partie de formation-là. Moi, je suis très content, on en a 11 000, mais s'il y en avait 2 000 à 3 000 personnes qui s'offrent, particulièrement les étudiants au cours de l'été, bien, je pense qu'on va tous les prendre pour être capable d'être encore plus flexible, plus agile dans les prochains mois. Fanny Lévesque, La Presse Plus. Oui, bonjour à vous trois. Je comprends que vous ne voulez pas aller trop dans la population générale, mais vous savez que c'est très attendu. J'aimerais savoir si, cependant, c'est l'intention du gouvernement de donner le coup d'envoi à la population générale partout au Québec en même temps.
Parce que ça fait quand même des frictions, l'envoi de doses à Montréal et versus les régions. Donc, est-ce que c'est une préoccupation que vous avez? Est-ce que c'est l'ambition du gouvernement? Bien, écoutez, il y a toujours cette discussion-là qu'on a avec la santé publique. Moi, j'en profite, j'apprécie votre question, j'en profite pour dire qu'on a été capable de rétablir une bonne proportion partout, parce que c'est vrai qu'on avait donné un coup à Montréal au début, qu'on a ajusté. AstraZeneca nous a permis de faire ça aussi. Là, on est rendu à plus ou moins 1% un peu partout dans toutes les régions. Mais donnez-nous encore quelques jours, parce que on veut vraiment, un peu comme on a fait avec les maladies chroniques, c'est tellement des choses qui sont importantes pour les Québécois. J'aimerais mieux qu'on se dise, bon, mais maintenant, puis encore une fois, c'est la visibilité des vaccins qui fait une différence. Je vous le répète, là, maintenant qu'on sait qu'on a cette assurance-là avec Pfizer, bien, vous direz dans les prochains jours, on va être maintenant en dire deuxième phase. Comment on le fait? Là, je vous dis, quand on le fait, c'est fin mai. Maintenant, comment on le fait? Donnez-nous encore quelques jours, puis on va vous revenir avec des réponses beaucoup plus précises. Très bien. Je voudrais vous entendre, M. Dubé, aussi sur l'enjeu du N95 en zone tiède. Oui. Il y a des médecins qui vous ont écrit pour vous sensibiliser que c'était chaotique, la gestion du port du N95 en zone tiède. Les syndicats ne veulent pas qu'on recule là-dessus. Vous avez jusqu'à demain pour demander une révision de ce jugement du tribunal. Quelle est votre intention? Bien, écoutez, la décision a déjà été prise, mais pas par nous, mais par le procureur général, de demander une révision sur la décision. Alors ça, c'est pour être clair, là, ça nous a été communiqué hier. Il faut voir, puis moi, je pense que maintenant qu'on est dans une décision du tribunal, vous allez comprendre qu'on va se retirer de ça, mais pour être très clair, la demande de révision a été faite hier. Patrick Belrose, Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Monsieur Dubé, vous avez été questionné déjà 2 fois sur le sujet, mais quand même sur le fait de ne pas demander de preuves pour les malades chroniques. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même possible de présenter une liste de médicaments ou de présenter... en fait, oui, c'est une liste de médicaments ou une prescription. Donc, est-ce que vous avez juste considéré que ce serait trop compliqué, que ça limiterait la possibilité pour certaines personnes d'exiger une preuve comme celle-là? Écoutez, on en a beaucoup parlé, puis je pense c'est tellement difficile lorsqu'on arrive dans des... on va vous le dire avec... je deviens un peu réactif là, quand je parle de malades chroniques puis de personnes handicapées. Je pense que ces gens-là ont déjà beaucoup à faire avec la vie qu'ils ont. Je pense qu'ils attendent depuis très longtemps d'être vaccinés. On a discuté avec nos vaccinateurs, on a discuté avec nos évaluateurs qui nous font partie de leur quotidien. Encore une fois, je pense qu'on se fie à la bonne foi des gens. Puis, ça a été ça notre décision. Et sur la question de la pause vaccin, jusqu'à récemment, vous avez dit, bien, écoutez, c'est quand même possible de trouver un moment à l'extérieur des heures de travail. Il n'y a pas tant de vaccins que ça pour l'instant, mais on va ouvrir bientôt à la population en général. Qu'est-ce qui fait que vous rejetez l'idée de créer une pause vaccin, comme c'est le cas, par exemple, aux élections, où on a de mémoire environ 4 heures là, pour s'absenter du travail? Bien, deux choses. Premièrement, pour la question de comparer ça aux élections, je l'ai dit, les élections, c'est une journée, puis c'est de telle heure à telle heure. Là, ici, on parle d'une vaccination qui se donne sur plusieurs mois et qui se donne, en plus, sur 7 jours par semaine, même qu'on a démontré qu'on était capable maintenant d'élargir nos heures. Alors donc, je pense pas qu'on compare la même chose. Cependant, ce que j'aimerais dire, puis ça, je pense que 2 éléments supplémentaires. Premièrement, nos gens, nos professeurs qui sont dans la catégorie 9, qu'on a annoncé maintenant une dizaine de jours, avaient déjà une première vague qu'ils pouvaient faire. Mais là, avec les vaccins supplémentaires, on va ouvrir des rendez-vous supplémentaires. Les professeurs là, vont pouvoir aller chercher des vaccins soit le soir, soit les week-ends. Alors donc, je pense que la vaccination, les vaccins additionnels nous permettent de dire aux professeurs, notamment dans la catégorie 9, vous avez cette flexibilité-là d'aller chercher des rendez-vous qui vous conviennent. Et dernièrement, lorsqu'on va annoncer à partir de la semaine prochaine la vaccination dans les entreprises vont faire exactement ce qu'ils doivent suivre, c'est-à-dire les mêmes règles que l'on suit dans notre réseau public. Alors, les professeurs vont pouvoir aussi aller dans les régions vacciner avec les entreprises. Donc, il y a beaucoup de flexibilité qu'on a donnée, puis pour le moment, pour nous, on suit l'ordre de priorité. François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. D'abord, M. Dubé, j'aimerais revenir, puis
Monsieur Dr. Arruda, vous pourrez répondre aussi si le cœur vous en dit. J'aimerais revenir sur le variant indien. Montréal étant un pôle aéroportuaire important où il y a beaucoup de déplacements, je comprends que le premier variant indien a été détecté en Mauricie, centre du Québec, mais quel est le niveau de fragilité de la grande région montréalaise actuellement? Bien, avant de passer la parole au Dr. Arruda, là, je voudrais juste vous dire, il faut vraiment qu'on ait un appui du fédéral dans ça en ce moment. Ça, c'est la première chose. La meilleure façon d'endiguer les nouveaux variants, les variants additionnels, là, c'est que la demande soit faite au fédéral. Nous l'avons fait. Le premier ministre a bien expliqué ce matin que l'on faisait conjointement avec les autres provinces. C'est pas juste nous qui avons ça, mais je vous donne l'exemple. En ce moment, là, c'est beau de réduire les vols de l'étranger, mais vous savez qu'il y a des vols qu'on appelle des vols de connexion qui se font les gens arrivent de l'Inde, peut-être à Toronto, mais qui viennent à Montréal. Donc, il fallait vraiment aller à la source du problème, c'est-à-dire les vols internationaux. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, de ce que j'entends, il y a beaucoup d'écoute de la part du fédéral là, depuis quelques jours à trouver une solution de ce côté-là. Alors, donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, sur la fragilité, là, je vais laisser le docteur Arruda commenter là-dessus. C'est une question de probabilité. C'est quand même quelquefois étonnant. Vous savez, on a eu le variant Afrique du Sud qui est en Abitibi. Hein, il n'est pas apparu à Montréal. Pour toutes sortes de raisons, un voyageur qui est allé dans des mines, etc. Plus on est dans une région urbaine où on est une plateforme autour, je vous dirais, internationale, plus il y a de risques qu'il y ait des variants. Par contre, les approches qu'on a prises d'être très agressifs dans l'intervention vont peut-être permettre, pas empêcher l'introduction, mais le fait que ça se répande. Actuellement, ça demeure le variant UK qui est en prédominance. Il y a eu quelques cas de Brésiliens comme tels, mais qui n'ont pas l'air à flamber. Donc, je pense que... Puis l'autre élément que je veux dire aussi, il pourrait y avoir un variant qui arrive au Québec. On pourrait avoir un variant plus sévère qui arrive au Québec, d'où l'importance que l'Institut fasse son séquençage aléatoire dans toutes les régions du Québec, en plus de cibler des gens qui reviennent de voyage ou avec certaines conditions. Merci. Il y a un point que je voudrais faire là-dessus, parce que les discussions que nos collègues là, qui s'occupent de la négociation avec le fédéral, on a demandé aussi de s'assurer qu'on va avoir des restrictions plus fortes au niveau terrestre. Il n'y a pas juste au niveau aérien. Ce qui se passe aux frontières, vous avez vu les articles de vos collègues dans les derniers jours, là, comment les gens réussissent à déjouer au niveau des douanes l'entrée sur la frontière américaine. C'est vraiment pas acceptable. Puis le variant peut rentrer par là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on met des pressions sur le trafic aérien comme le trafic terrestre. Merci. Monsieur Dubé, je vous amène un peu ailleurs. Bonne idée. Bonne idée. Je peux pas vous... Bon, l'INES a publié récemment une étude sur la fréquentation des urgences durant la période pandémique. Ce qu'on remarque, c'est une baisse importante de la fréquentation des urgences de mars 2020 à février dernier. Aujourd'hui, là, plus récemment, quel est le portrait que vous faites de cette situation-là? Puis plus largement, quel impact est-ce que ça peut avoir à long terme d'avoir vu une fréquentation aussi importante des urgences durant toute la période de la pandémie? Oui, c'est quelque chose qu'on suit de très proche, M. Carabin, avec Dr. O'Patterney, parce que on pourrait dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on a moins de taux d'occupation, puis que nos DMS, qu'on appelle nos délais sur les civières, etc., sont meilleurs. Mais à mon avis, c'est un petit peu un résultat qui est faussé du fait que soit que les gens se rendent moins parce qu'ils ont peur d'attraper le COVID à l'hôpital, etc. Il y a une foule de raisons qui expliquent ça. Ce qu'on a demandé au docteur O'Patterney en ce moment avec... puis je la salue, le docteur Berger, qui est ici de l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est qu'on a fait un groupe de travail qui s'occupe uniquement de ça en ce moment, puis de regarder, je vous donne un exemple. Pour régler les urgences, puis pas que ça soit un hasard, il faut que ça soit bien réglé, on est en train de travailler, puis il va y avoir un forum là-dessus dans 2 semaines, sur le pré-hospitalier. Parce qu'en ce moment, ce qui arrive avec nos urgences, c'est que souvent, c'est le choix du transporteur d'aller à l'hôpital en question, puis c'est peut-être pas toujours le choix le plus optimal pour cet hôpital-là ou pour cette région-là. Donc, je vous dis qu'on est en train d'essayer de profiter de cette situation en ce moment-là où il y a moins
d'engorgement aux urgences pour repenser le système, mais du début à la fin, incluant le préhospitalier. Donc, je vous dis juste qu'on a fait un groupe de travail qui est mené par cette intensiviste-là, Mme Dr Berger de Québec, sous les guides du Dr O'Patterney. On travaille là-dessus pour arriver à des solutions. On va avoir une amélioration constante des délais d'attente dans nos urgences. Mais maintenant, si vous permettez, avant qu'on passe à une question virtuelle de notre collègue Mylène Crête, je vais poser une question à Patrice Bergeron, la presse canadienne. J'avais sorti donc la liste des maladies du groupe là, à vacciner, qui étaient hypertension, maladies respiratoires, cardiovasculaires, etc. Là, la première liste que vous aviez et ensuite réélaborée. Et je me demandais si, dans cette liste-là, est-ce qu'il y avait donc des risques de contre-indication pour certains vaccins là, auxquels les gens devraient faire attention là, avant d'aller se faire vacciner? Oui. Mais écoutez, les contre-indications aux vaccins sont rares. Vous savez qu'on a, sans être une contre-indication, on a mis une limite d'âge à 45 ans pour l'AstraZeneca compte tenu du risque potentiel de caillot. Puis pour le reste, ce sont des gens, par exemple, qui ont déjà fait des réactions à d'autres vaccins. C'est pas une contre-indication, on les surveille tout simplement plus longtemps, une trentaine de minutes plutôt que 15 minutes, où il faut avoir eu une réaction anaphylactique ou allergique à ce vaccin-là antérieurement. Par exemple, si quelqu'un aurait une grosse réaction suite à un vaccin, la deuxième dose ne serait probablement pas le grand vaccin. Mais ce n'est pas un vaccin qui a entraîné, je vous dirais, là, que de contre-indications précises. Et finalement, M. Dubé, concernant la bonne foi présumée là, que vous accordez aux Québécois, je comprends que vous passez le message, mais est-ce qu'il est arrivé des cas, par exemple, où des gens ont voulu se faire passer pour d'autres personnes que ceux qui devaient être vaccinés? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des cas où, par exemple, une personne pourrait se dire autiste et être accompagnée de sa conjointe ou de son conjoint, et puis il n'y aurait pas de façon de vérifier, puis ça passerait comme ça? Écoutez, je vais laisser Daniel voir s'il y a eu effectivement ce genre de cas-là. Ça se peut que ce soit arrivé. Je vais laisser Daniel répondre. Mais moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, là, je pense que les Québécois ont un sens de l'honneur assez développé pour comprendre que maintenant qu'on a les vaccins pour vacciner ces gens-là, puis s'occuper de cette situation-là particulière, c'est pour ça qu'on se fie au bon sens des Québécois, d'attendre que ces gens-là soient vaccinés, puis c'est à eux de faire ce choix-là. Je pense que tous les Québécois vont être d'accord que c'est le bon choix qu'on fait en ce moment, de se fier au bon sens des Québécois. Docteur Arruda? Mais moi, je veux mentionner, là, il faut comprendre que moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens. La majorité des gens vont le faire. Qu'il y ait des individus qui essayent de se faufiler, là, c'est presque empêchable. Et je pense que la lourdeur que ça entraînerait dans les cliniques ne vaut pas la peine pour ça. Puis, n'oubliez pas que bientôt, tout le monde va avoir accès au vaccin. On n'est pas dans une perspective dans 6 mois, dans 1 an. C'est une question de semaines, et à peine de semaines. Donc, moi, je pense que, par respect pour les autres, par rapport au fait qu'il y a des gens plus à risque que soi d'aller se faire vacciner, là, je pense que la majorité des Québécois, c'est ce qu'ils vont faire. S'il y a quelques exceptions, bon, je veux dire, ça sera des exceptions, mais moi, je pense que c'est important. Puis et là, c'est pas style, vous allez attendre 6 mois ou 1 an, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire de telle sorte. C'est qu'il vous reste à peine quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, avant de pouvoir prendre vos rendez-vous. Moi, je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on fasse. Peut-être Daniel fera un autre commentaire aussi. Daniel? Mais on n'a pas de statistiques pour des gens, pour des tricheurs. On va dire comme ça, là, pour des gens qui se présenteraient ou qui auraient eu un vaccin et qui n'auraient pas dans le groupe prioritaire. Fait qu'on ne tient pas ça, puis je ne répéterai pas tout ce qui a été mentionné, mais j'aimerais profiter peut-être d'un petit moment pour féliciter un groupe qu'on a moins mentionné aujourd'hui. Je vous ai parlé du projet d'entreprise, du projet là, de la vaccination auto, mais j'aimerais souligner l'apport de des pharmacies communautaires. Écoutez, là, cette semaine, là, c'est des journées là, de plus de 20 000 doses de vaccins quotidiennes qui sont administrées dans nos pharmacies partout au Québec. C'est chapeau. Encore là, on souligne, c'est des beaux services de proximité. Ça nous permet là, justement d'avoir plus de entre 14 et 1500 sites partout en province. Les gens sont au rendez-vous. Il y a une belle proximité aussi avec les gens, puis notamment pour les maladies chroniques. Je pense que c'est un des liens là, qu'on peut faire aujourd'hui, mais pour le reste de la population. Fait qu'encore une fois, là, aux collègues en pharmacie communautaire, là, chapeau.
Maintenant, dernière... Oui, allez-y. Non, mais juste, je suis content qu'il soulève que Daniel parle des pharmaciens parce que on a plusieurs exemples en ce moment, là, surtout dans les derniers jours, où c'est les pharmaciens qui appellent leur clientèle. Fait que la meilleure façon, là, ces gens-là, ils connaissent leur clientèle de maladies chroniques, sont capables de les appeler puis de dire, regarde, au cours des prochains jours, voici le nombre de rendez-vous additionnels qu'on a, puis venez donc vous faire vacciner. Fait qu'il n'y a pas juste que les gens vont vers nos centres de vaccination, mais il y a une demande qui nous vient des pharmaciens. Puis moi, je l'apprécie là, parce que c'était pas facile. Eux autres, ils ont eu des moments difficiles dans les derniers jours de cancellation des Moderna. Il a fallu s'organiser. Fait que je pense que c'est important de les remercier aujourd'hui. Maintenant, dernière question en français pour Mme Mylène Crête du Devoir. Bonjour. On a appris en début d'après-midi que... Mme Crête? Allô? Ah, je suis là, j'avais oublié d'ouvrir mon micro, désolé. Alors, bonjour. On a appris en début d'après-midi que le Canada ne pourra pas recevoir le million de doses de vaccins d'AstraZeneca qui est attendu ce mois-ci en provenance de l'Inde. Je me demandais quel impact ça aura sur la campagne de vaccination au Québec. Premier élément, on a appris la nouvelle en même temps que vous. Toutes les annonces qu'on fait aujourd'hui là, est basée sur les annonces du vaccin Pfizer. Fait qu'il n'y a pas d'impact sur toutes les annonces qu'on a fait là, pour tout le mois de mai et même, je vous dirais, pour l'atteinte de nos objectifs là, du 24 juin. Fait que je vous rassure sur ce niveau-là. C'est jamais une bonne nouvelle de ne pas recevoir de vaccin, sauf que je vais quand même être clair, mais aucun impact sur nos objectifs. Est-ce que ça aura un impact, par exemple, pour l'inoculation des deuxièmes doses? Parce que il y a quelques mois, il y a des gens qui avaient commencé à recevoir le vaccin AstraZeneca. On va suivre ça de près. Encore là, il y a d'autres annonces de vaccins AstraZeneca là, qui est prévu. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement fédéral. Et nous, on va prendre en considération là aussi, là, dans le fond, ces futurs arrivages-là d'AstraZeneca pour garder les deuxièmes doses. Mais il y a aussi des fois un plan B. Encore là, il faut toujours être prêt à un plan B. Je ne sais pas si le Dr. Arruda, vous allez bonifier. Oui, peut-être. Écoutez, il faut comprendre qu'actuellement aussi, on est en train de regarder la possibilité d'interchangeabilité de vaccins, c'est-à-dire recevoir une dose d'un vaccin, la compléter par un autre type de vaccin ou un même type de vaccin de la même catégorie. Les études sont en cours un peu partout dans le monde. Il pourrait même avoir des avantages à combiner deux vaccins différents, là. Fait que sans m'avancer maintenant là-dessus, il y aura moyen de gérer une éventuelle pénurie parce qu'il y a des alternatives. On a toujours cet élément-là, mais on va le faire seulement si c'est sécuritaire, si c'est adéquat et si ça protège bien. Nous en sommes maintenant aux questions en anglais. Nous commençons avec Angela McKenzie, CTV. Bonjour, j'aimerais peut-être aborder la question des femmes enceintes. Pourquoi ne pas les prioriser, celles qui n'ont pas de maladie chronique, après ce qu'on a vu aux soins intensifs à Toronto, avec la troisième vague qui affecte davantage les femmes enceintes? Réponse, on n'a pas observé le même phénomène chez nous. Mais comme je le disais, maintenant nous commençons avec les personnes qui ont des maladies chroniques comme première étape, car ils sont à risque plus élevé que les autres, c'est-à-dire les femmes enceintes sans maladie chronique. Mais bientôt, nous allons ouvrir à presque chacun et chacune. Et le fait d'être vacciné quand vous êtes enceinte, c'est quelque chose dont il faut discuter avec votre médecin traitant. Il n'y a pas de risque théorique, mais c'est un risque d'exposition. Il y a des travailleuses de la santé qui ont été vaccinées parce qu'elles étaient exposées, mais je pense que les femmes enceintes au Québec auront la possibilité de se faire vacciner par étapes. Notre choix a toujours été limité par la quantité de doses disponibles. Nous avons toujours été vers les risques les plus élevés. Je ne dis pas que les femmes enceintes ne sont pas à risque. Non, elles sont plus à risque que les femmes non enceintes, mais pas autant que les personnes plus âgées qu'on a vaccinées avant. Question. Le déploiement d'AstraZeneca, maintenant. Question. On dirait qu'il n'y a plus de plage horaire disponible. Si vous avez manqué le bateau dans votre groupe d'âge, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre la fin mai ou est-ce qu'il y aura une autre livraison d'AstraZeneca? Réponse.
Tout dépend où vous vivez au Québec. Comme vous l'avez mentionné, il y a des endroits où il n'y a plus de rendez-vous. C'est une bonne nouvelle, en passant. Et dans d'autres régions, telles qu'en Estrie, par exemple, il reste encore des doses d'AstraZeneca disponibles en Estrie. Et en fait, il y a des rumeurs qui circulent que nous allons recevoir plus d'AstraZeneca directement du fournisseur ou peut-être des États-Unis. Nous attendons la confirmation de cela. Et il reste combien de doses au Québec en tout? Réponse. Eh bien, ce matin, c'était moins de 200 000 doses. Et à tous les jours, comme vous l'avez mentionné, les rendez-vous sont presque tous pris. Donc, dans 4 ou 5 jours, ça sera épuisé, je pense. Question. Monsieur Arruda, docteur Arruda, j'aimerais vous poser la question sur la substitution entre la première et la deuxième dose. À quel point êtes-vous confiant que ce sera efficace? Avez-vous l'impression que cela pourrait diminuer l'efficacité de la deuxième dose? Réponse. Nous avons beaucoup d'histoires d'une meilleure immunité en substituant le deuxième vaccin, car des fois, ils vont stimuler l'immunité cellulaire davantage que la première dose. Donc, fondé sur les faits, ce qui a été étudié jusqu'ici, nous tentons de donner le même vaccin, c'est selon les protocoles, mais je pense que si vous avez reçu la dose Pfizer, vous pourriez recevoir le Moderna. S'il n'y a pas de Pfizer et qu'il y a du Moderna, je pense que la recommandation, ce serait de substituer le Moderna pour Pfizer. Et l'autre considération, si vous avez un vaccin d'ARN, est-ce que vous prendriez AstraZeneca, qui est un variant du virus? Il faudrait faire une étude là-dessus. Mais je pense que la plupart des fois, la probabilité d'avoir une bonne immunité est là. Même plus forte, dites-vous. Réponse. Écoutez, il faut pousser les études pour avoir plus de confiance scientifique à cet égard. Question. Maintenant, étant donné que votre presse de conférence actuelle a été planifiée et entre-temps, on a eu la confirmation d'un nouveau variant qui a été découvert en Inde. À quel point est-ce critique aujourd'hui, avec ce nouveau variant qui maintenant est présent sur le territoire québécois, d'élargir la définition de maladie chronique pour que plus de gens puissent être vaccinés plus tôt et également le fait d'avoir un handicap intellectuel, par exemple, les gens qui sont sur le spectre de l'autisme, par exemple, d'être vaccinés le plus rapidement possible, étant donné la présence de nouveaux variants et qu'on ne les connaît pas très bien encore. Réponse. Je pense que le docteur Arruda pourra compléter ma réponse, mais si je comprends bien votre question, ce que j'aimerais dire, c'est que la plus grande décision, et c'est pourquoi nous sommes très contents de l'annonce d'aujourd'hui, c'est que nous avons des doses supplémentaires. Le moteur, quand on accélère la cadence vers certains groupes tels qu'on l'a annoncé aujourd'hui, c'est grâce à ces doses supplémentaires. Maintenant, est-ce que cela protège mieux face à un nouveau variant? Pas nécessairement, car un des points soulevés par le docteur Arruda, quand il est question du variant indien, comment dire? On n'est pas sûr de l'efficacité des vaccins contre ce nouveau variant. On a des nouvelles doses, mais il faut être très prudent avec le variant indien. Donc, c'est le nombre de doses vraiment qui est le moteur de tout ce déploiement. Complément de réponse, Dr Arruda. Premièrement, la décision de vacciner rapidement n'est pas reliée au variant. Même si c'était l'ancien variant, on aurait pris les mêmes décisions. La limite, c'était le nombre de doses disponibles. Car même si on n'a pas de variant, on se serait comporté de la même façon au gouvernement. Par contre, il faut quand même accompagner les vaccins des mesures sanitaires, car le nouveau variant, il faut avoir un bon traçage des contacts, s'assurer qu'on puisse isoler les gens pour que le variant ne vienne pas nous envahir
Qu'en sait-on? Est-ce qu'il est plus transmissible, plus létal, résistant au vaccin? Ce n'est pas le temps d'avoir une explosion de ce nouveau variant. Par conséquent, il va falloir que toutes les mesures sanitaires soient en place et soient respectées. Et j'aimerais rajouter un complément d'information. On a beaucoup parlé des éclosions scolaires. C'est une réalité et nous savons qu'il y a un risque d'éclosion scolaire et on a décidé d'ouvrir les scolaires parce que c'est important pour les enfants, parce que rester à la maison, ce n'est pas si bon pour les jeunes. Mais dans les régions où on a mis les mesures d'urgence en place, un taux élevé d'éclosion dans les milieux de travail. Donc, je voudrais juste dire que à Québec, dans l'Outaouais, dans Chaudière-Appalaches, un niveau élevé d'éclosion dans les milieux de travail. Donc, il est très important, n'oubliez pas les mesures classiques que vous connaissez, surtout quand vous partagez un repas avec les collègues, et assurez-vous de porter le masque et de laver les mains régulièrement. Donc, je le répète ad vitam. Les 2 mètres, le lavage des mains, le couvre-visage et la vaccination. Dernière question maintenant de Raquel Fletcher Global. Madame Fletcher? Good afternoon. My first question is for... Ma première question, c'est pour M. Dubé. La semaine dernière, un avocat qui représentait des familles de gens qui vivaient avec un handicap intellectuel a envoyé une lettre au gouvernement que leurs membres de famille soient priorisés dans la vaccination. Quelle a été l'influence de la lettre sur votre décision d'inclure ces individus dans le déploiement vaccinal? Réponse. Je pense qu'on a été sensible à ce phénomène même avant l'arrivée de cette lettre. Comme je l'ai mentionné aujourd'hui, nous reconnaissons tous et toutes le besoin de protéger ces gens le plus rapidement possible. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de le faire aujourd'hui avec l'annonce de ces doses supplémentaires de Pfizer depuis quelques jours à peine. Et c'est pourquoi on est tellement content de vous annoncer cela aujourd'hui. Deuxième question. Le variant indien. À quel point est-ce préoccupant que nous voyons un nouveau variant apparaître? Vous avez parlé de vos préoccupations sur les voyages. Pourquoi est-ce important? Réponse. Je vais commencer. Horacio pourra compléter sur le nouveau variant en provenance de l'Inde. Maintenant, pour ma part, c'est vrai depuis la première vague à quel point le contrôle frontalier est critique, surtout avec ce que vous mentionnez avec ce nouveau variant en provenance de l'Inde et aussi du Brésil, car il nous est arrivé de la Colombie-Britannique. C'est pourquoi nous sommes dans des discussions intenses, et pas tendues, mais intenses avec l'autorité fédérale. Et je pense qu'ils sont à l'écoute quant à notre préoccupation de protéger les frontières, qu'elles soient terrestres ou aériennes. Et je pense que ces discussions avancent bien et c'est peut-être la meilleure façon de nous protéger de ces nouveaux variants. Dr. Arruda, moi, pour ma part, c'est que nous les avons détectés rapidement par notre stratégie de criblage et de séquençage. Donc, je pense qu'il faut garder les mesures en place en lien avec l'existence de ces nouveaux variants. Il y a bien sûr l'importance de contrôler les frontières terrestres et aériennes. Nous devions également comprendre qu'il y a ce programme visant à détecter un variant endogène. Nous pourrons peut-être avoir une mutation qui sera propre au Québec ou propre au Canada. Donc, notre stratégie est bonne contre les variants.
presse. Merci, messieurs. Cette conférence de presse au cours de laquelle le gouvernement du Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé en tête, a annoncé un élargissement de la vaccination à certains groupes prioritaires. Alors, quels sont ces groupes? Les gens qui souffrent de maladies chroniques. Il y en avait déjà, mais là, on élargit la liste. À partir de demain, ils pourront prendre rendez-vous pour de la vaccination. On va vous montrer une liste dans un instant de ces maladies chroniques. Deuxième catégorie, les gens qui vivent avec un handicap physique ou intellectuels ou encore qui vivent avec le spectre de l'autisme à partir de mercredi prochain. Ils pourront prendre rendez-vous. Et leurs proches aidants, c'est la troisième catégorie, pourront aussi se faire vacciner lorsqu'ils accompagnent cette personne qui vit avec un handicap intellectuel ou physique ou le spectre de l'autisme pour se faire vacciner. Au total, 800 000 Québécois de plus qui pourront se faire vacciner au cours des prochains jours. Quelle est la liste des maladies chroniques? Parce que on n'est pas entré dans les détails dans la conférence de presse. En voici donc une liste. Insuffisance rénale nécessitant la dialyse, l'immunosuppression sévère, la chimiothérapie ou la radiothérapie, maladie cardiaque ou pulmonaire sévère, l'obésité, le diabète, l'anémie aussi. Ça fait partie donc des gens qui peuvent se qualifier pour être vaccinés. La trisomie 21, condition médicale causant un problème d'évacuation des sécrétions respiratoires notamment. La déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et des conditions nommées plus haut, comme on l'a dit, la présence de plus d'une maladie chronique. Donc, au total, 800 000 personnes. Les femmes enceintes qui ont des maladies chroniques peuvent se faire vacciner, mais les autres femmes enceintes, non. Ça va être sur l'honneur, la bonne foi des gens. On va prendre les gens qui disent qu'ils ont ce type de maladie ou d'atteinte et on va les vacciner. On ne demandera pas de preuves. Voilà donc pour cette conférence de presse. Christian Latreille, l'info suive à l'instant. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la parole au mordu à 12h30. Bon appétit.